Bonjour à tous et bienvenue sur Radio L'Alma, l'émission qui parle de la culture et le milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Pour l'épisode de cette semaine, nous plongerons entre les lignes et le sous-texte du roman Âme latente, apparu aux éditions L'Harmattan. Et pour nous parler de ces beaux livres, personne de mieux que son autrice elle-même. De cette manière, nous recevons chaleureusement Christina Delume, qui est auteure-interprète. Bonjour Christina, bienvenue. Bonjour Alain. Comment ça va? Ah bah écoute, très bien, hein. Je suis ravi de t'avoir parmi nous pour nous présenter un petit peu l'histoire de ces livres, mais je pense qu'on va commencer vraiment par le début, hein. Si j'ai bien compris, à la base, tu es plutôt plongé dans la musique, dans la traduction et l'enseignement, mais à un moment donné, tu as eu cette idée d'écrire un livre. D'où vient cette idée, cette envie? Ouais, c'est-à-dire que la littérature et la musique sont toujours un petit peu confondues dans ma vie. J'ai commencé par des études littéraires, effectivement. J'ai été prof un certain temps et j'ai fait des études hispaniques au sens large du terme. Et puis, j'ai compris très rapidement que ce qui me plaisait dans l'enseignement, c'était d'être sur scène. En fait, c'était d'être sur l'estrade pour avoir l'impression d'être sur scène. Donc, j'ai rangé mes livres et je suis montée sur scène. Mais alors, sur scène, ce qui se passe, c'est que je suis toujours un peu didactique quand même. Il y a toujours le prof qui ressort un petit peu. Donc, mes spectacles, qui sont en général des récitals, sont assez didactiques, c'est-à-dire que je remonte aux sources de la tradition orale des cultures hispaniques, espagnoles, sud-américaines ou françaises. Je recherche, je chante tout ça. On avance dans le temps et puis on finit par faire nos propres compositions, Bernard Huistrat et moi, lui pour la musique et moi pour les paroles. Donc ça, c'est tout l'aspect scénique. Mais il se trouve que j'ai quand même donné de nombreuses conférences parlant justement de cette tradition orale que j'aménisais aussi avec les chansons. Donc la littérature n'est jamais loin. Ce n'est pas que musical, ce n'est pas que chanté. Dans les récitals, il y a des textes dits aussi. J'ai aussi longtemps fait partie d'une compagnie de théâtre qui s'appelait Le Chant des Hommes, où on montait des spectacles de poésie et de musique. Donc là, j'y chantais et j'y disais des textes, en fait. Donc tout ça, c'est toujours imbriqué jusqu'au moment où j'ai eu l'occasion de traduire les mémoires de Victoria Camille, qui était l'épouse de Joaquín Rodrigo, qui est l'auteur d'Aranjuez. Et donc, à ce moment-là, ça c'était très récemment, dans les années 2017-2018, j'ai traduit ces mémoires. Et lorsque j'ai eu fini, c'est comme quand on arrête de réviser pour un examen, on est soulagé, mais d'un autre côté, on est un peu vide. C'est-à-dire, on se dit, bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai eu envie d'écrire, parce que généralement, j'ai toujours écrit, mais des paroles de chansons, des livrets d'opéra, c'était toujours des choses brèves et des choses à porter sur scène directement. Et donc, je me suis mise à écrire sur le sujet qui m'a toujours passionnée depuis ma plus tendre jeunesse, c'est-à-dire l'Espagne à la fin du XVe siècle, donc la fin de l'Espagne des trois religions, l'expulsion des Juifs, des Arabes et la découverte de l'Amérique. Alors, j'ai imaginé un roman où une jeune actrice française actuelle, dans les 6 derniers jours de répétition avant la première de la Célestine, donc la Célestine, c'est la première pièce réelle qui a été écrite en Espagne par Fernando de Rojas, qui était lui-même converti, il était lui-même d'une famille juive convertie. Donc ce sont les 6 jours avant la première, et puis ce sont les 6 mois avant l'expulsion des Juifs en 1492. C'est-à-dire qu'on leur a dit au mois de janvier qu'au mois de juillet, il fallait qu'ils s'en aillent tous. Et le roman est un va-et-vient perpétuel entre cette jeune actrice qui a ses propres problèmes amoureux et de vie, etc., qui a des visions ou des flashs qui la reportent au XVe siècle à Tolède, au temps de Fernando de Rojas quand il écrivait La Célestine. Voilà. Et je l'ai écrit pratiquement d'un trait parce que mes études ont porté sur effectivement la culture et la civilisation du XVe siècle en Espagne. Donc en fait, j'ai ressorti tout un acquis qui était là, un substrat qui était là depuis très longtemps et qui ne demandait qu'à être couché sur le papier. Mais j'en ferai pas d'autres des livres, je crois pas. Enfin, normalement, je devrais écrire la suite parce que il y a une fin qui est ouverte. Tout le monde me réclame la suite et je vais peut-être m'y mettre, mais je suis très fainéante, moi, je sais pas. Il faut que ça se déclenche. Alors ça va peut-être se déclencher, je ne sais pas. Voilà. Il faut, surtout que tu as eu le temps, hein, parce que la publication a été en 2018. Ah oui, oui, On est en 2021. Je pense que c'est le moment de donner à... c'est peut-être le moment. Voilà, on sort. Ben voilà, je vais commencer. Allez, moi je rentre, je rentre à la maison, je commence. Non, mais c'est déjà en état de gestation. Je pense à des choses. Alors après, quand je me mets à écrire, j'écris vite. C'est-à-dire, je rumine très longtemps, et quand j'écris vite. Ah bah c'est parfait, c'est parfait. Donc peut-être que nous aurons la surprise un de ces jours. Mais bon, dis-moi, comment tu arrives à cette idée de mettre en abîme le théâtre?
Parce que, comme tu le dis, justement, ton personnage, c'est une fille qui est en train de préparer une pièce de théâtre. Du coup, si jamais on avait envie de mettre ce livre sur scène, on aurait une situation de théâtre dans le théâtre. En fait, il est prêt à être mis en scène, en fait, ce livre. C'est absolument incroyable parce qu'il y a deux choses qui se passent. Les parties anciennes et les parties actuelles alternent à chaque fois un chapitre, un chapitre, un chapitre. Mais si tu lis tous les chapitres actuels les uns à la suite des autres et tous les chapitres anciens les uns à la suite des autres, ça se tient. Mais alors ça, c'est absolument, ça c'est un hasard total. C'est une de mes lectrices qui m'a dit, mais j'ai fait l'expérience de lire d'un côté l'ancien, d'un côté le moderne et tout se tient. Mais alors ça a été fait en dépit de ma volonté. Ça s'est fait tout seul. Ça, je ne sais pas comment ça s'est fait. Bah, ça, c'est la bonne écriture, hein, tu vois, tu as même fait des choses incroyables sans te rendre compte. Sans le savoir, voilà. Et donc, tel qu'il est là, il est jouable. Il est jouable parce que quand j'écris, moi, effectivement, je chante la plupart du temps quand je suis sur scène. Donc, quand j'écris, il faut que la phrase chante à mon oreille. Je le parle, le livre, quand je l'écris. Donc, tant que la phrase ne sonne pas, n'est pas ronde à mon oreille, je n'arrête pas. Donc, effectivement, il y a une espèce de rythme, une espèce de musicalité du texte qui fait qu'on pourrait le porter tel que. Je ne suis pas scénariste, je pense qu'il faudrait apporter des petites modifications, mais je pense que très peu. Je pense que tel que c'est jouable. Ah, bah, trop bien. C'est génial alors. Bon, revenons un petit peu au contenu. D'après ce que j'ai compris, ce roman parle de plein de sujets, parmi lesquels on a l'amour, la trahison, enfin, des sujets qui sont présents dans La Célestine, ce livre qui est assez célèbre en fait. C'est ça. Est-ce que, d'une certaine manière, il y a des échos qui se font par rapport à cela entre le passé et le futur de l'histoire? Les personnages traversent dans leurs différentes histoires ces mêmes thématiques. Ils sont liés ou tu l'as travaillé comment? Absolument, c'est parce que c'est la première fois que l'amour, que la trahison, que toutes ces choses sont portées à la scène par la Célestine et qu'il y a cette liberté de sentiment et de souffrance et de cette femme qui a donné son cœur, son âme et son corps à ce garçon et qui ne s'en remet pas. Et c'est la première fois que ça existe et donc on n'a rien trouvé de mieux pour l'instant. Et donc c'est exactement ce qui arrive à cette jeune comédienne qui s'appelle Sarah. Donc la personne qu'on retrouve, la jeune fille qu'on retrouve dans le passé s'appelle Sarita, qui est un diminutif judéo-espagnol, et celle de nos jours s'appelle aussi Sarah, donc voilà, qui est une brillante comédienne fraîchement sortie des grands cours d'art dramatique et qui se trouve aux prises avec des déboires amoureux, comme tout le monde. Enfin, voilà. Et donc c'est dans ce monde du théâtre, dans ce monde du spectacle, de la scène, donc dont je fais partie. Je ne fais pas partie du théâtre vraiment, mais le monde de la scène, c'est quand même le même. Et donc, il y a quand même beaucoup de ma propre expérience dans tout ce qui est apport de la vie d'une troupe de théâtre. Voilà. D'accord, d'accord. Bon, tu me disais tout à l'heure que tu avais choisi de parler dans les passages du passé de cette époque-là, le 15e siècle, parce que c'était une période assez riche, pleine de changements dans l'Espagne, qui te tient à cœur. Donc voilà, je me demandais si pour toi, personnellement, le fait d'avoir choisi de parler de cette œuvre de Fernando de Rojas, La Célestine, était quelque chose de particulier. Est-ce que ce livre t'a personnellement marqué? Non, en fait, je ne parle pas, je ne m'étends absolument pas sur l'œuvre de Fernando de Rojas dans la partie ancienne. C'est un petit peu le prétexte pour tracer un tableau de la société et des événements historiques cruciaux et fondamentaux, parce que c'est pas simplement l'Espagne que ça a chamboulé, mais c'est toute l'Europe en fait. C'était le début des Ouais. temps modernes et c'est là que ça s'est passé. Ce sont des événements majeurs. Donc c'est pour comment créer le lien pour pouvoir parler effectivement de cette société et de ce monde si particulier. Donc, je ne m'étends pas, je fais quelques citations de la Célestine, mais vraiment très, 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 très légèrement, comme je fais des citations de chants du Moyen-Âge, de la fin du Moyen-Âge espagnol aussi. Donc, tout ça, ce sont des prétextes à mettre en scène les gens de cette époque et puis à mettre en scène donc les gens de l'époque actuelle. D'accord. Est-ce que tu permets, Alain, que je lise un petit extrait? Oui. Il y a un intrus dans le studio. Bon, écoute, c'est une carte qui a été envoyée par Patrice Lecomte. Tu connais. Ouais.
de ce fameux cinéaste. Il a lu le roman et quelques jours après, il nous envoie une carte et je vais te la lire. Chère Christina Delume, piqué par la curiosité et n'aimant pas faire traîner les choses, j'ai lu Vos âmes latentes. C'est une très belle histoire de théâtre. Entre parenthèses, on parle peu du théâtre dans les romans et de voyage dans le temps. Être dans le présent de la pièce et dans le passé de son écriture est un travail de funambule, d'équilibriste que vous maîtrisez à merveille, avec un style simple, direct, sans fioritures et inutile. C'est ainsi que l'émotion naît. Merci pour ce beau roman, inventif et singulier. Je vous souhaite d'en vendre des centaines. Je vous embrasse, Patrice Lecomte. C'est super, non? Génial. Très belle lecture. Bah, du coup, on remercie ces petits intrus qui s'appelle Bernard. Oui, c'est ça. Bernard Listrate, qui intervient généralement dans toute la partie musicale de ma vie et qui aussi est intervenu dans la fabrication du livre, puisque le dessin de la première page, de la première de couverture, a été fait par lui. Puisque il est musicien, mais il est aussi plasticien, cet homme-là. Il est vraiment très éclectique. Voilà. Il s'est mis à peindre très récemment d'ailleurs et il fait des expositions en ce moment. Il est en train de développer la veine picturale puisqu'il a étudié les beaux-arts. Il a fait toutes les études des beaux-arts quand il était jeune, mais il fallait choisir entre la musique et la peinture. Il a choisi la musique au début, puis maintenant il donne un peu de place à la peinture, ce qui est parfait, et au dessin. Voilà, pour la petite histoire. La petite histoire, pour cette petite parenthèse. Ok, du coup, on a quand même introduit un petit peu le texte. On a même eu un petit intrus sympathique qui nous salue Ah oui, il est très gentil. une lettre. Voilà. Donc, j'aimerais bien continuer sur cette veine et te demander si tu veux bien nous partager quelques extraits de ton livre. Voilà, est-ce que ça t'intéresse de lire? Ah, voilà, alors justement, oui, j'y avais pensé et je vais lire les 2 premières pages parce qu'en fait, ces 2 premières pages nous habituent à passer de l'un à l'autre et ça sera comme ça tout le temps, tout au long du roman. Donc, c'est un petit peu surprenant au début, mais on s'y habitue très vite. Voilà. Alors, je commence. Je le fais maintenant. Voilà. Alors, quelques heures s'égrènent au clocher de la cathédrale. Simon est assis au bord du Tage. Il regarde naître cette nouvelle journée sur la terre sauvage qui s'étend vers le nord. Il ressent ce picotement au cœur qui précède tous les grands moments de sa vie. Il se lève à présent et enfile les ruelles qui mènent à la ville haute, là où résident les dignitaires, là où la nouvelle cathédrale trône avec son clocher et sa flèche piquée dans le ciel, plus haut que la mosquée, plus haut que la synagogue. Il en est ainsi désormais depuis que les combats ont cessé et que la vieille Castille, noble et sévère, édicte ses lois. Simon n'est pas enclin à la morosité. Après tout, Tolède est sa ville, comme elle a été celle de son père et du père de son père. Il ne veut pas se laisser envahir par les mauvais présages que les gens de son quartier ne cessent de colporter dans toutes les conversations de trottoir, d'échoppe ou de synagogue. Le voilà devant la chambre du conseil. Il doit assister pour la première fois à une de leurs séances à huis clos. La discussion va porter sur ce projet de voyage vers l'inconnu qui lui tourne inlassablement dans la tête depuis que son cousin Elias, second conseiller de la reine, lui a raconté l'histoire de cet aventurier, peut-être génois ou bien portugais, qui se démène comme un diable pour en obtenir le financement. Après tout, si les choses tournaient mal pour eux, ils sauraient trouver les moyens de s'installer ailleurs et de faire venir sa famille ensuite. La porte du Grand Conseil cède sous le coup de heurtoir. Elias est là pour le présenter à l'Assemblée des sages. Confortablement installée dans son fauteuil première classe du train à grande vitesse qui la conduit vers le sud, Sarah laisse son esprit vagabonder et tour à tour brasse dans sa tête le contrat d'engagement, le calendrier des répétitions, ce rôle important, si vite obtenu, trop tôt peut-être, et Paul, pour clore le tout. Le paysage défile linéaire et insaisissable. Sarah regarde un long moment par la fenêtre pour vider son esprit de ses angoisses citadines, pour ne penser à rien. Mais soudain, tout chavire dans sa tête. Elle se voit courir au milieu de cadavres qui jonchent la campagne. Les eaux d'un fleuve sinueux sont rouges de sang. Elle crie un prénom qu'elle ne comprend pas. « Votre billet, mademoiselle !» Sarah tressaille. Elle cherche dans son sac, tend son billet au contrôleur. Elle ne sait pas ce qu'elle a en ce moment. C'est sûrement le stress. Sarah s'étire doucement, puis se recale dans le fond de son siège. Elle feuillette son texte, jette un œil sur les indications scéniques, puis remet le tout dans son sac. Elle est bien trop impatiente pour commencer à travailler maintenant. Dans moins d'1 heure, le train arrivera en gare d'Avignon. Paul sera là. Paul, le scénario classique. Très amoureux, mais pas très libre, juste un peu marié. Le train s'est mis à ralentir. Il effectue son entrée en gare.
Non, elle ne va pas se précipiter vers la porte. Elle ne va pas courir se jeter dans ses bras. Le voilà debout sur le quai, la quarantaine audacieuse, le col du manteau relevé sur la nuque poivre et sel, avec son air d'éternel étudiant. Il enlace tendrement sa petite, sa belle étudiante, toute fraîche et moulue d'un grand cours d'art dramatique, avec en poche un beau diplôme et du talent par-dessus la tête. Il se dirige maintenant vers la station de taxi. Tu restes avec moi ce soir? C'était la question qu'elle s'était bien jurée de ne pas poser. Non, je ne peux pas ce soir. Tu sais, elle n'est là que pour 2 jours. Elle doit discuter 2 ou 3 clauses du contrat et si elle... Arrête, je sais que c'est une juriste formidable. Ne parlons plus de ça. Serre-moi fort. Blottis l'un contre l'autre au fond du taxi qui les conduit à l'hôtel de demi-luxe de la production, que la production a retenu pour Sarah, ils ne parlent pas, ne se regardent pas, de peur d'aviver cette brûlure aux entrailles propres aux amants illicites. Voilà, c'est les 2 premières pages. Ah non, tu ne vas pas nous laisser comme ça. Mais à la fin du livre, je vais te laisser comme ça aussi, ce qui fait que je vais quand même en écrire la suite. Ah, quand même, c'est promis, hein. C'est promis. Voilà. Ok, ok, ça marche. C'est bon alors. Bon, écoute Christina, on est arrivé à la fin de l'émission, mais c'était génial de pouvoir la clôturer de cette manière, même si tu nous laisses un petit peu comme ça sur notre fin. Je te laisse sur ta fin. C'est exprès. Voilà, c'est exprès. Bon, du coup, il faut qu'on cherche tous le livre. Absolument. Je suis sûr que tous ceux qui nous écoutent vont courir aux librairies pour acheter le livre maintenant. Après, une petite question. Dis-moi. Parce que, tu sais, on suit cette émission aussi dans plusieurs pays de l'Amérique latine, Oui. le Mexique évidemment, mais aussi dans d'autres pays. Est-ce que tu vas laisser comme ça aussi, sur leur fin, les gens hispanophones? Est-ce qu'il y a une version en espagnol de livre? Non, il n'y a pas, mais je vais en faire une, effectivement. Je vais en faire une. Bah, très bien. Du coup, bon, tu me diras. Comme ça, je vais poster l'information pour tous ceux qui ne vont pas pouvoir lire la fin de ces livres tout de suite. On va dire, OK, ne vous inquiétez pas. D'ici quelques mois, d'ici un an, peut-être, vous aurez la version en espagnol. Et bon, même pour ceux qui le liront en version française, hein, ne vous inquiétez pas et la suite arrive, hein. Voilà, très bien. C'est tout à fait ça. Bon, écoute, je te remercie énormément et j'espère qu'on se reverra bientôt pour d'autres émissions. Ben oui, bien sûr. Déjà, je pense qu'on va faire bientôt une émission avec le petit intrus, hein, de tout à l'heure, Avec le petit lutin, là. Oui. avec le petit lutin, voilà. D'accord. Sinon, écoutez, pour ceux qui ont suivi cette émission, vous avez eu la chance, hein, d'entendre les 2 premières pages du livre. Si vous souhaitez vous procurer du reste, contactez les éditions L'Harmattan. Puis, Oh, c'est dans toutes les librairies, hein, dans toutes les librairies. voilà. C'est donc assez facile de le trouver dans les librairies, voire sur Internet, j'imagine. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà. Finalement, je vous invite bien évidemment à liker cette émission, à vous y abonner, à suivre ce qu'on fait toutes les semaines, à partager, bien évidemment. Sur cela, je vous souhaite une belle semaine à tous et encore une fois, Christina, merci beaucoup. Merci à toi, Alain. À bientôt. À bientôt.